Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc, vous inaugurez avec nous un format nouveau, hein, qu'on essaye, je dis on, c'est la revue des études anciennes que je dirige. Et moi, donc, nous essayons de varier des formats. Donc, il y aura un support vidéo qui enregistrera donc, ce moment de discussion. Et puis, ce qui est peut-être plus neuf, c'est l'idée même de discuter. Alors, c'est important en général, mais je crois que c'est important en particulier pour celles et ceux qui préparent le CAPES et l'agrégation, parce qu'on vous demande après tout de problématiser, c'est-à-dire de vous poser des questions à partir d'énoncés qui sont le plus souvent des énoncés positifs, qui se présentent presque comme des affirmations, et vous devez, essayer de le transformer en problème. Or, souvent, le format même du cours ne s'y prête pas, puisque le cours, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui dit « voilà ce que c'est, voilà le mariage, c'est comme ça », et donc il vous énonce toute une série d'évidences. Et vous, vous êtes un petit peu dans une contradiction, parce que d'un côté, vous avez une série d'évidences que vous avez appris, révisées, etc. Et de l'autre, vous êtes sommé de transformer tout ça en problème pour ensuite y apporter des réponses, d'accord? Puisque c'est quand même l'objet, pour l'essentiel, des épreuves qui vous sont demandées. Donc, c'est pour cette raison que j'ai souhaité profiter de la venue de mon collègue et ami Jérôme Vigo pour que nous discutions de ces questions de parenté, parce qu'il est probable, alors on a un petit peu commencé ce matin, mais il est probable que nous ayons des approches, disons, différentes, pas nécessairement divergentes, mais qui peuvent se compléter, et c'était ce que nous allons chercher, c'était ce qu'on voulait montrer, et c'est ce que nous allons chercher à vous montrer à vous, pour que vous preniez conscience que les approches ne s'excluent pas l'une l'autre, mais qu'elles peuvent au contraire être utilisées les unes avec les autres pour enrichir, pour réfléchir et pour comprendre peut-être un peu mieux ce qu'un problème historique peut être. Hein, donc ça, c'est vraiment notre élément méthodologique. Et nous allons donc le faire à partir du thème, qui est le thème de la question de concours, donc la question de la famille. Alors avant de passer la parole à Jérôme Vigo, je voulais juste dire quelques mots du rapport que l'histoire ancienne a avec les sciences sociales, puisque c'est quand même l'élément majeur qui va structurer notre discussion à Jérôme Vigo et moi-même. Cette relation que l'histoire ancienne entretient avec les sciences sociales est une relation ancienne. Elle date de l'émergence même des sciences sociales, puisque en France en tout cas, dès la fin du XIXe siècle, donc dès que Émile Durkheim invente la sociologie, il est entouré d'historiens de l'Antiquité, et on pourrait même dire que le premier, au fond, à avoir déjà inscrit l'histoire ancienne dans une perspective que l'on pourrait considérer comme une perspective de sciences sociales, c'est même avant Durkheim, puisque c'est Fustel de Coulanges avec La Cité antique, 1864. Donc cet ouvrage est un ouvrage fondateur. Fustel de Coulanges, vous le savez peut-être, a été le directeur de l'école normale, donc il a dirigé l'école normale quand Émile Durkheim était à l'école normale de la rue d'Ulm également. Donc vous voyez, ces gens se connaissent, ils ont travaillé ensemble. Et au cours de cette deuxième moitié du XIXe siècle, on ne vit pas encore dans le paysage académique qui est le nôtre. Et donc, l'enjeu n'est pas encore véritablement de dire on fait de l'histoire, mais pas de la sociologie, on fait de l'histoire, mais pas de l'anthropologie, puisque ces gens sont les mêmes et ils seraient bien embêtés si on les sommait, ou si on les avait sommés, pardon, de dire alors vous êtes quoi, sociologue ou historien, puisque Fustel de Coulanges dit lui-même bon, sociologue c'est un terme nouveau à la mode, mais finalement ça veut dire historien. Et Durkheim ne dira pas autre chose plus tard en disant de toute façon, histoire ou sociologie, c'est la même chose. Donc vous voyez, et Marc Bloch, dans les années 30, dit lui-même, sociologue ou historien, au fond, je ne vois pas très bien la différence. Donc vous voyez que ce n'est que relativement tardivement, depuis les années 60, avec les cursus universitaires, que véritablement on a distingué de manière très nette l'histoire des sciences sociales, ce dont témoigne le sous-titre de la revue Les Annales, bien sûr, Annales, hein, Histoire, Sciences sociales, hein, donc qui montre qu'aujourd'hui, l'histoire a une relation complexe avec les sciences sociales, puisque ce sous-titre semble dire que l'histoire ne fait pas vraiment partie des sciences sociales, mais voisine avec les sciences sociales, les utilise. Et ça va être ça l'un des enjeux de notre discussion. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'utiliser les sciences sociales pour faire de l'histoire, au-delà de la question de savoir si l'histoire est une science sociale, même si on aura sans doute l'occasion de rediscuter. Donc vous voyez, c'est une histoire d'abord de compagnonnage, hein, où la sociologie fait naturellement bon ménage.
Alors, l'exemple le plus abouti, c'est bien sûr Louis Gernet, hein, qui est durkheimien et qui rend hommage dans sa thèse, publiée en 1917, qui rend hommage à Durkheim et qui affirme, c'est un philologue, hein, Louis Gernet, il dit « la langue est un fait social ». Donc c'est une formule de Durkheim qu'il cite comme un emblème. Donc vous voyez qu'à la fin, disons, des années 10, on est dans un triomphe d'Émile Durkheim, et en histoire ancienne, il va de soi qu'on travaille dans cette orbite. Ce n'est que plus tard au fond, la rupture va avoir lieu. Cette rupture, elle se fait sur un fond général de disparition de la sociologie durkheimienne et avec un nouveau paysage disciplinaire. Et dans notre domaine à nous, en histoire ancienne, au début des années 50, c'est la figure de Jean-Pierre Vernant qui va émerger. Mais Jean-Pierre Vernant, il va arriver avec des sciences sociales, mais qui n'est plus la sociologie, mais qui est la psychologie historique, avec Ignace Meyerson. Et Ignace Meyerson est un adversaire déclaré de Durkheim, du moins du Durkheim de 1912, des formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir des années 50-60, le rapport que les historiens et historiennes de l'Antiquité vont entretenir avec les sciences sociales n'est plus un rapport avec la sociologie comme science du social, mais plutôt avec la grande figure qui émerge au même moment, puisqu'il est élu au Collège de France en 1959, c'est Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurale, qui, de manière tout à fait délibérée, va remplacer la sociologie d'Émile Durkheim. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment par rapport à Claude Lévi-Strauss que les historiens et les historiens de l'Antiquité vont se positionner, parce que l'ensemble du champ académique dans les sciences humaines et sociales se positionne par rapport à Claude Lévi-Strauss. Et donc vous allez avoir tout un pôle qui va se revendiquer de Claude Lévi-Strauss, même si, on en parlera sans doute, il y a une part de label dans la revendication de « je travaille avec Lévi-Strauss », plus que l'application pure et parfaite du modèle lévi-straussien aux objets historiques étudiés. Hein, si vous regardez comment Jean-Pierre Vernant travaille les mythes, ça n'a rien à voir avec la lecture que Claude Lévi-Strauss fait dans les mythologiques, par exemple, hein, alors que Jean-Pierre Vernant se revendique de Claude Lévi-Strauss. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans le paysage actuel, on peut dire que la référence à Claude Lévi-Strauss existe, mais on ne peut pas dire qu'on la sente véritablement dans les travaux, sauf peut-être, ou surtout dans les travaux de Jérôme Vilgaud, qui, lui, applique véritablement, travaille avec l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, mais pas uniquement, mais qui vraiment travaille avec les anthropologues au sens plein du terme. Et vous avez un deuxième pôle qui revendique aussi les sciences sociales, qui s'incarne donc dans un centre de recherche à Paris qui est ANIMA, mais qui est ce volet qu'on a appelé l'anthropologie historique, volet auquel a participé Jean-Pierre Vernant, mais qui est plus de l'ordre d'une mise en évidence de l'altérité de celles et ceux que nous étudions. Hein, ce qui revient, vous voyez, en mettre en avant les manières, si on reste sur l'histoire grecque, les manières grecques manière grecque de se marier, manière grecque d'épouser, etc. Donc vous voyez que l'enjeu est plus dans la description, dans la mise en avant d'une altérité. Les Grecs ne sont définitivement pas comme nous, et qu'est-ce qu'implique cette affirmation première, cette pétition de principe? Et là, on va utiliser, ou on va prétendre utiliser l'anthropologie pour utiliser cette science qui nous apprend à parler de ceux et celles qui ne sont pas comme nous. Mais vous voyez que c'est un enjeu descriptif. Dans l'anthropologie structurale, me semble-t-il, il y a une dimension d'explication. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer les phénomènes que l'on décrit par ailleurs. Vous voyez, donc vous avez, me semble-t-il, là deux piliers qui sont différents, deux manières d'utiliser les sciences sociales. Donc, c'est ce que je vais tout de suite demander à Jérôme Vilgaud, justement, quel rapport il entretient avec les sciences sociales, comment on peut comprendre la formule qui implique « je travaille » ou avec Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans quelle mesure ça peut nous aider à mieux comprendre, à mieux lire des sources, puisque, je le rappelle en lui cédant la parole, l'enjeu reste toujours le même, ne nous trompons pas, pas de faux combat, il ne s'agit pas d'appliquer des modèles, il s'agit toujours à la fin de rendre compte d'une réalité historique que nous étudions. Donc l'enjeu peut être théorique à un moment donné, mais à la fin, au bout, il s'agit de se confronter à notre documentation, à nos textes. Hein, donc il n'y a pas grand 1 la théorie et grand 2 la pratique, il s'agit bien de voir comment nous lisons aussi nos documents avec les outils des sciences sociales. Voilà, je te passe la parole. Bien, donc merci Christophe donc pour ta présentation. Il y a beaucoup d'éléments importants qui ont été apportés par Christophe dans ce qu'il a dit. Alors c'est clair, je pense que vous en avez tous conscience, que dans cette rencontre,
dans ce dialogue entre donc, ce qu'on appelle l'école de Paris, donc Jean-Pierre Vernant et puis tous ceux qui l'ont accompagné donc, dans ses recherches, et l'anthropologie, en particulier donc l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, c'est avant tout la dimension en fait, de l'étude du mythe qui a prédominé et qui, en quelque sorte, s'est imposé donc, justement, comme un élément essentiel de relecture justement, donc, des sources littéraires et donc de toute la littérature mythologique grecque dans ce dialogue entre anthropologues et historiens. La parenté, par contre, jouait un rôle un peu mineur dans ce dialogue. Il y a un article, par exemple, de Jean-Pierre Vernant sur le mariage, qui est un article un peu général qui se situe dans la continuité de Louis Gernet. Louis Gernet, d'ailleurs, dès 1954, a écrit un article très important, Mariage de tyran, qui est en fait une réaction justement à sa lecture de Claude Lévi-Strauss, donc les structures élémentaires de la parenté, pour montrer comment effectivement il a lu Lévi-Strauss, visiblement l'a apprécié, et à ce moment-là donc a essayé de comprendre, je dirais, les systèmes grecs, donc à partir en fait des théories donc lévi-straussiennes. Mais ensuite, il n'y a pas véritablement d'études très nombreuses en fait qui sont consacrées à cette question de la parenté, du mariage. C'est à partir des années 1990 en fait. Alors dans les années 80, il y a bien sûr l'histoire des femmes qui déjà donc, permet, l'histoire de la famille, l'histoire des femmes qui permet donc, de développer quelques études avec des approches anthropologiques. Mais donc c'est dans les années 1990 qu'à l'invitation des anthropologues, il y a un nouveau en fait, donc, dialogue qui commence, donc se développe donc, à propos donc, des parentés donc, grecques, romaines, etc., etc. Alors, évidemment, lorsqu'on traite de la parenté, c'est automatiquement, bien sûr, la littérature anthropologique, la recherche anthropologique qu'il faut aller voir, parce que eux, donc évidemment, ils ont construit tout un ensemble théorique, méthodologique, théorique, pour, je dirais, donc, se confrontant évidemment aux différentes sociétés donc, humaines, pour essayer donc, de les comprendre dans leur diversité. Et tout à l'heure, donc, Christophe parlait de la problématisation. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une période en quelque sorte de crise, de remise en cause précisément de l'anthropologie de la parenté, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de définition anthropologique de la parenté. Il n'y en a plus, au niveau universel, au niveau en fait de l'humanité, parce que on n'arrive pas à trouver une définition commune, en fait, dans l'ensemble des sociétés humaines, qui puisse donc définir ce qu'est donc la parenté. Vous voyez bien qu'il y a un trouble de ce point de vue-là dans la parenté. Alors moi, comment est-ce que je me suis confronté à ces questions? J'étais à Bordeaux, j'étais donc l'étudiant d'Alain Bresson. Alain Bresson lui-même, en fait, était en dialogue avec ses anthropologues, travaillant, donc décidant de travailler donc, sur les mariages entre proches parents, en fait, je suis évidemment très vite rendu compte que pour les anthropologues, il y avait ce qu'on appelait donc l'ère du mariage dans un degré rapproché, c'est-à-dire en fait un ensemble de sociétés qui se caractérisaient par en fait les mêmes caractéristiques sociales. Dans ces sociétés de l'ère du mariage dans un degré rapproché, il y avait la Grèce ancienne, qui donc les intéressait fortement, il y avait la Perse, il y avait donc l'Égypte, etc. Et puis, il y a des sociétés contemporaines, telles que donc, les sociétés qui pratiquent ce qu'on appelle le mariage arabe, c'est-à-dire en fait le mariage entre cousins, alors ce qu'on appelle donc les cousins parallèles patrilatéraux, c'est-à-dire en fait on épouse en fait du côté donc paternel, la cousine du côté donc paternel. Et là, il y avait donc tout un ensemble en fait déjà de conceptualisation, de théorisation, de problématisation en fait de ces sociétés pour essayer donc précisément d'en rendre compte, comme le disait donc Christophe précédemment. Donc évidemment, je suis entré en dialogue avec ces chercheurs. Lorsque je suis arrivé donc au laboratoire d'anthropologie sociale qui était le laboratoire de Claude Lévi-Strauss, évidemment j'ai été accueilli de manière tout à fait ouverte, amicale, etc. Parce qu'en fait, il voulait dialoguer avec des historiens pour essayer donc de travailler sur ces sociétés. Alors, il y a quelqu'un avec lequel donc, j'ai beaucoup travaillé, qui m'a suivi dans mes recherches, etc. C'est un anthropologue qui s'appelle Pierre Bonte, qui est un peu moins connu que, évidemment, d'autres tels que Claude Lévi-Strauss et François Héritier. Pierre Bonte était un spécialiste, donc il est mort il y a quelques années, c'était un spécialiste précisément du monde arabe, du monde touareg, et pour lui, dans ses travaux, il y a des analyses d'Athènes et de Sparte. C'est-à-dire que lui-même, déjà, en fait, appliquait en fait, ces théories donc, aux sociétés donc, antiques, et en particulier donc, Athènes et Sparte. Lorsque j'ai entrepris ma thèse, en fait, mon ambition première, en fait, c'était en quelque sorte de choisir une théorie, une méthode, et d'aller au bout de cette théorie. Voir donc si je pouvais la comprendre dans ses apports, ses limites,
et jusqu'à quel point est-ce que je pouvais donc la conduire pour expliquer donc les faits qui me concernaient, donc en l'occurrence donc les sociétés grecques antiques. Donc cette théorie, c'était la théorie structuraliste, hein, la théorie de l'alliance, parce que précisément elle avait des clés de lecture à me proposer. Alors pour la résumer en quelques mots, parce que vous savez qu'en quelque sorte, pour résumer tout cela donc très brièvement, je dirais de manière très sommaire, grosso modo, alors cela dit, je fais une parenthèse en disant, vous voyez que dès le départ, pour moi, en quelque sorte, histoire, anthropologie, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur les mêmes problèmes, on travaille sur les mêmes questions. Donc en fait, je ne me suis jamais posé la question de savoir si ma démarche était historique ou anthropologique. Je travaille sur une documentation historique avec donc toute une série de problèmes, encore une fois, de théories, de concepts qui ont été proposés donc, par des anthropologues, mais aussi des historiens qui travaillaient donc, sur ces sociétés. Tout cela, on travaille ensemble, en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas de distinction, on travaille sur des sociétés. Moi, je travaille sur une société antique, à partir de sources, en fait, donc évidemment, qui sont très différentes, mais on travaille, en fait, avec les mêmes questions. Donc, j'avais choisi, en fait, donc, d'approfondir l'approche structuraliste, donc la théorie de l'alliance, qui privilégie le mariage, donc, dans la compréhension, donc, des faits sociaux. Alors, vous savez, donc, il y a deux grandes, en quelque sorte, tendances, donc évidemment dans cette étude des sociétés. Ça peut être une approche macro-sociale en surplomb. On va travailler donc de manière globale en fait sur ces faits sociaux donc comme un système, donc avec des modèles, avec le vocabulaire donc des formes, des systèmes, des structures, etc. Donc de manière très globale, en partant bien sûr donc des règles, des normes, de l'agencement donc de ces structures, ou bien évidemment ça s'est beaucoup développé ces dernières années. L'approche micro-sociale, on est une histoire par le bas, au lieu d'une histoire en surplomb, une histoire par le bas, où là, donc, on est très attentif en fait, aux actions sociales, aux pratiques, donc, à la liberté des acteurs sociaux, aux agissements, je dirais, donc, du quotidien. Lorsque j'étais étudiant, lorsque j'ai commencé ma thèse, pour moi, donc, c'était important en fait, de privilégier une approche pour, encore une fois, la comprendre et essayer de la mener jusqu'au bout de son raisonnement. Voire, sachant, et vous le savez donc aussi, que les théories anthropologiques, en fait, cela dit, donc, ne pouvaient pas expliquer véritablement la société grecque. Donc c'était une société intéressante de ce point de vue-là, donc, à confronter donc, à ces théories. Et aujourd'hui, peut-être que si j'avais votre âge, peut-être que je procéderais différemment. Aujourd'hui, en tout cas, je procède différemment, c'est-à-dire que je préfère, en fait, justement, Christophe l'a dit tout à l'heure, en fait, justement, associer plusieurs approches pour voir qu'est-ce qu'elles apportent et confronter donc leurs apports. Alors, la théorie structuraliste, pour faire simple, pour la présenter, il faut toujours partir du modèle linguistique. Lorsque donc chacun d'entre nous donc à sa naissance, évidemment, va en fait découvrir une langue qui est déjà là, qui est déjà structurée par des règles, par des configurations, par des différences donc, au sein donc, des différents éléments donc, de la langue, par des rapports. Cette structure, elle est déjà présente. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Et pourtant, donc, on va apprendre à la maîtriser sans nécessairement comprendre les règles, d'ailleurs, qui sont en fait appliquées dans cette langue. Moi, même si je ne suis pas linguiste, si on me demande quelles sont les règles de la langue française, je ne suis pas capable en fait de les formuler, de les exprimer, mais pourtant je parle. Je parle, vous parlez, nous parlons. Bon, voilà. Donc nous sommes dans un univers qui est structuré. Et donc la démarche structuraliste, c'est essayer de comprendre en fait justement quelles sont ces structures et comment est-ce que ces structures, donc en fait justement, expliquent les régularités sociales. Il y a des règles sociales, il y a des régularités sociales. Comment est-ce qu'on peut expliquer donc les unes par les autres? Alors après, on peut rentrer dans le détail de la démarche. Il y a plusieurs types de règles qui peuvent en fait être présentées. On peut distinguer par exemple les règles constitutives. Alors faites attention au vocabulaire parce qu'après évidemment chaque terme peut être plus ou moins donc, pris dans un autre sens, etc. Mais règles constitutives, c'est ce qui rend possible la pratique, c'est ce qui rend possible le jeu social. Par exemple, la règle de l'épicléra, la loi de l'épicléra, c'est une règle qui s'impose à tous et que tous en fait donc doivent appliquer donc dans le fonctionnement de la société athénienne en particulier ou d'autres sociétés grecques. Le fait qu'on a affaire à des communautés civiques qui sont structurées donc de manière en fait statutaire, c'est également un élément important en fait des structures sociales pour expliquer en fait le fonctionnement de ces sociétés. Bon, il y a des règles prescriptives qui en fait renvoient à des comportements qui sont valorisés. Le fait par exemple que les jeunes filles se marient tôt, je dirais donc à un âge quand même qui est assez, je dirais entre donc 14, 15 ans, etc.,
Ce n'est pas une loi, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut se marier plus tard, etc. Mais il y a des comportements qui sont valorisés qui vont avoir des conséquences sociales. Bon, il y a des règles qui sont connues de tous, et il y a des règles qui sont implicites, etc., qui ne sont pas formulées. Bon, ben voilà, on travaille sur tout cela, et on essaie de comprendre donc, quelles sont les logiques sociales. Comprenez qu'en quelque sorte, je suis dans la contextualisation des pratiques. Et quelque part, donc pour moi, et c'est là qu'on rentre évidemment en discussion avec Christophe, ce que disent les acteurs sociaux, la manière dont ils vont expliquer leurs pratiques, pour moi, c'est secondaire. C'est qu'avant tout, je regarde quelles sont les régularités. Et j'essaie de comprendre quelles sont les logiques sociales qui apparaissent et en fait des contradictions. C'est ce que j'ai essayé d'exposer dans mes présentations donc ici à Bordeaux. Il y a bien sûr des contradictions qui apparaissent donc, dans les faits sociaux, comme dans toute société, à Athènes, dans le monde grec comme ailleurs. Et à partir de ces contradictions, évidemment, il y a des réactions, il y a de nouvelles formes sociales qui apparaissent donc, pour réagir à ces contradictions. Et c'est cela donc, dont j'essaie de rendre compte. Alors après, si je rentre dans le détail de mes analyses, évidemment, là on rentre dans des analyses qui sont très techniques. Si vous lisez mon article de 2000 en fait paru dans l'Homme, vous voyez la revue L'Homme, c'est-à-dire que j'ai travaillé à ce moment-là avec le laboratoire d'anthropologie sociale. Je travaillais donc avec François Héritier, avec donc Pierre Bonte, avec des anthropologues qui travaillaient sur l'ensemble de l'Europe. Et à ce moment-là, donc on est encore une fois dans le dialogue, et ils sont à l'écoute de ce que font les historiens. Pour eux, toute cette documentation, justement, quelque part, qu'on leur apporte, est intéressante pour vérifier leurs hypothèses également. On est vraiment dans le dialogue. Bon, dans l'article donc, de 2000, j'essaie de comprendre comment les différentes caractéristiques de la société athénienne, donc à l'époque classique, font système, et en même temps entrent en contradiction les unes avec les autres. Et comment est-ce que ces contradictions donc, peuvent être résolues? Donc si je prends l'exemple de l'Ankhistheia, vous voyez, donc en fait, le système d'héritage. Évidemment, au sein de l'Ankhistheia, ce qui est favorisé, ce qui est privilégié, c'est l'héritage entre hommes, au sein en fait des familles, avec une transmission en fait, évidemment soit de père en fils, soit avec l'oncle, soit avec le cousin donc du côté paternel, etc. Mais ce qui apparaît ensuite, c'est un héritage qui passe en fait par les sœurs et les filles de cet homme. Alors si je raisonne en termes avec les concepts anthropologiques, il y a d'un côté les donneurs de femmes et de l'autre côté les preneurs de femmes. Les preneurs de femmes, donc, c'est ceux dans les familles dans lesquelles j'ai donné en mariage, évidemment, donc, mes filles, mes sœurs. Ces preneurs, ils sont en fait des héritiers potentiels, et beaucoup d'entre eux, en fait, vont à l'arrivée hériter des biens paternels, enfin des biens en fait de cette famille. Donc du coup, il faut réagir. Il y a une contradiction là quelque part dans le système, ou une contradiction, en tout cas, il y a un problème qui est posé par le système. Quelle est la réaction? C'est qu'ils comprennent bien qu'à ce moment-là, il faut que les preneurs de femmes, ça soit précisément les paternels. Et donc, ce sont des mariages, du coup, entre proches, tels que l'épicléra, où donc les paternels prennent la position des preneurs. Voilà. L'épicléra, etc., mariage entre cousins. Et donc, les lois, en quelque sorte les règles de transmission, s'accompagnent de réactions au niveau, en fait, des comportements matrimoniaux. Et après, ça déclenche également d'autres réactions. Alors, je pense que dans ce que vient de dire Jérôme Villego, on a la matrice durkheimienne première, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose comme le social. Et c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure avec la question de la langue. C'est-à-dire que la langue, effectivement, elle est là avant nous. Nous l'utilisons sans être capable de la maîtriser dans sa totalité. Donc on est bien pris dans quelque chose qui est plus grand que nous et qui, au fond, nous dit comment on doit parler. D'accord ? Donc là, on est dans le modèle lévi-straussien, et celui-là, il est commun. Je crois c'est un peu le ticket d'entrée de tous ceux et toutes celles qui veulent entrer dans les sciences sociales, c'est qu'il faut accepter qu'il y a quelque chose comme le social, c'est-à-dire une réalité, donc quelque chose de vrai, de concret, qui est distinct des individus qui le composent. Donc la langue ne peut pas être épuisée. Pourtant, nous l'avons en partage, mais personne ne la maîtrise. Personne ne peut donner la liste exhaustive des règles de la langue que nous parlons pourtant. D'accord ? Ce n'est pas possible. Donc c'est ça le social. Vous voyez, c'est cette réalité dans laquelle nous sommes pris et que donc nous ne pouvons pas en rendre compte dans sa totalité, du moins a priori. Donc là, vous avez, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, un premier problème qui est un problème de nature épistémologique. Comment je rends compte de quelque chose dans lequel je suis? Alors que la science me dit il faut que je sorte de ce que je veux étudier pour pouvoir le regarder dans sa totalité et dans sa globalité. Donc vous voyez, le social nous pose un problème particulier qui est qu'on est toujours dedans et pourtant nous prétendons en faire science, c'est-à-dire nous prétendons en dire quelque chose. Donc ça c'est
Premier niveau de problème. Le deuxième niveau de problème, et là on va commencer à discuter avec Jérôme Vigo, concernant donc la langue, c'est qu'il y a la langue d'un côté, mais il y a aussi la parole, c'est-à-dire des situations d'énonciation. Et c'est là où la question commence à se poser, puisque c'est là où la question des règles commence à être posée. C'est-à-dire, est-ce que quand je parle, je ne fais qu'appliquer des règles qui me dépassent plus ou moins, ou est-ce que j'ai des marges de manœuvre? Voire est-ce que finalement, je suis totalement libre de faire ce que je veux? Alors, ici, évidemment, l'anthropologie structurale répond que le paradoxe, c'est qu'a priori, on est libre parce que le code est arbitraire. Hein, nous nommons chien le chien parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre raison. Il pourrait s'appeler table, chaise, ce serait exactement pareil. Et pourtant, je n'ai pas le choix de faire, autrement que de l'appeler chien, parce que sinon, je ne parle plus, personne ne me comprend. D'accord? Donc vous voyez que cet arbitraire qui est fondateur du social se traduit par une contrainte absolue qui fait que je ne peux pas faire autre chose. Alors vous voyez, dès que je dis ça, comme ça, vous voyez qu'immédiatement, on est confronté au véritable problème de la règle. Pourquoi? Eh bien, pensez simplement à la question de la langue inclusive. Nous voyons bien que nous pouvons en discuter quand même, et nous pouvons même en discuter politiquement. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut comprendre les réactions qui ont lieu aujourd'hui sur ces questions, parfois épidermiques. Enfin, ça prend des proportions, on peut même se demander mais pourquoi? Ben, précisément parce que la langue engage, c'est un fait social, comme aurait dit Gernet ou Durkheim, donc ça engage quelque chose. Donc vous voyez que quand on utilise simplement nos exemples contemporains, on voit bien que finalement nous pouvons quand même avoir une marge de manœuvre. Pourquoi? Mais parce que nous sommes un peu conscients des règles. Même si nous ne pouvons pas en faire la liste exhaustive, etc., et qu'il y a quelque chose qui nous résiste toujours, nous avons une conscience de ces règles. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a été d'ailleurs vu par Lévi-Strauss et mentionné, puisqu'il parle dès sa thèse de 1949 d'une sorte de rationalisation chez les acteurs. Donc, il y a une forme de conscience. Alors ça nous concerne directement, y compris sur la famille, parce que nous avons parfois à traiter de lois qui portent sur les règles d'héritage, sur les unions matrimoniales, est-ce qu'on peut pas, etc. Donc vous voyez que nous ne sommes pas simplement face à une règle qui échapperait aux agents que nous étudions, puisque parfois ils les votent. Ou parfois, comme dans le cas de l'inceste, si vous prenez les lois de Platon, Platon dit on n'a pas besoin de faire une loi pour dire qu'il est interdit d'épouser sa sœur, parce que tout simplement, personne ne le fait et personne ne désire sexuellement sa sœur. Donc, ce n'est pas la peine de faire une loi. Donc, vous voyez le niveau de conscience ici qui est atteint. Donc, on n'est pas dans l'application d'une règle absolue, mécanique, qui serait fondatrice du passage de la nature à la culture, puisqu'on est capable, un, de l'énoncer, et deux, de choisir si on va l'expliciter ou non. Est-ce qu'il faut faire une loi? Platon dit non, ça c'est pas nécessaire, parce que finalement on n'en a pas besoin. Donc si c'était nécessaire, on pourrait faire une loi. Donc vous voyez que dans la question des règles, arrive la question de la politique. C'est-à-dire que si on dit c'est des règles, on n'en parle plus, alors on est obligé d'évacuer la question de la politique et de renvoyer le social à une forme d'auto-organisation ou, disons, une organisation qui échappe à la conscience humaine. Alors, Lévi-Strauss, il le fait de manière, pour le coup, tout à fait consciente, puisqu'il ne cesse d'expliquer qu'il y a quelque chose avant le social. Et ce qui est avant le social pour lui, c'est ce qu'il appelle le symbolique, et ça se situe explicitement dans le cerveau humain, dans ce qu'il appelle l'esprit, donc dans les structures. Donc pour lui, pour Lévi-Strauss, chaque être humain arrive au monde avec l'ensemble des structures possibles, donc qui permettent ensuite, ou qui permettraient toutes les combinaisons possibles que les anthropologues étudient, les types de mariage, etc. Et ensuite, la culture consiste à effacer progressivement de la tête du nouveau-né les possibles qui n'ont pas cours dans la société dans laquelle cet individu arrive, pour ensuite le programmer, en quelque sorte, pour appliquer ces règles. Voilà. Donc vous voyez que, de ce point de vue, si on suit stricto sensu ce modèle, les acteurs, on ne les écoute pas, ils sont même indifférents. Et à la limite, ils peuvent dire autre chose que ce qu'ils font. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors évidemment, vous voyez le balancier qui risque d'arriver. Donc, j'ai reconnu quelque chose qui va dans le sens de l'anthropologie. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose comme le social. Oui, le social, nous englobant, nous avons du mal à en rendre compte dans sa totalité. Donc il y a forcément des choses qui nous échappent. Là-dessus, on va être parfaitement d'accord. Bon.
La question commence à arriver, bien sûr, lorsque on va se dire, mais alors, où sont les marges de manœuvre? Alors évidemment, la tentation, surtout aujourd'hui, ça va être de revenir au modèle de l'acteur libre, rationnel, qui fait ce qu'il veut. Et donc, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez expliquer les actions humaines par l'intérêt. En fait, il épouse sa cousine parce qu'il avait un intérêt à le faire. Quel que soit cet intérêt, que cet intérêt soit économique, financier ou non. Donc voilà, finalement, certes, je peux avoir l'illusion que c'est une forme de régularité sociale, mais cette régularité sociale n'est pas la manifestation du social, mais elle est la manifestation de la somme des intérêts privés, c'est-à-dire des rationalités individuelles qui, comme la raison est une et indivisible, chacun et chacune l'ayant en partage, donc chacun et chacune fait la même chose. Mais vous voyez que dans un cas, on fait la même chose parce qu'on est pris dans une structure sociale et qu'on n'a pas véritablement le choix, et dans l'autre cas, c'est une illusion de croire qu'il y a du social, puisque en réalité, ce sont des individus qui, certes, font la même chose, mais ils ne le font que parce qu'ils sont les mêmes individus dotés des mêmes outils cognitifs. D'accord ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut sortir de ça? Si on dit, non, ça ne va pas non plus, l'individu pur et parfait, rationnel, ça ne va pas non plus. Effectivement, il y a des choses il y a des phénomènes sociaux, donc on voit des choses qui ne peuvent pas être réduites à tel individu a choisi de faire ça en conscience. C'est là où la notion de stratégie arrive, et donc qui a été mise en œuvre par Pierre Bourdieu en particulier, et précisément sur des questions de parenté. Puisque jusqu'en 1969, selon sa formule célèbre, il a été un structuraliste heureux, puisque c'est comme ça qu'il qualifie son travail sur la maison kabyle. Puis il va se mettre à étudier donc la parenté, et c'est là où il va constater que ce que les anthropologues ou certains anthropologues présentaient comme la règle, tel type de mariage, etc., lui, il les mesure statistiquement et il s'aperçoit que statistiquement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que finalement, ce sont parfois des mariages qui sont non majoritaires. Que donc on va dire, dans telle société, on pratique le mariage préférentiel pour la cousine, tout ce que vous voulez. Or, lui, quand il fait les statistiques, il tombe à 15%, 12%, 13%. Donc, il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire que ça caractérise cette société si... voilà. Et puis, dans son travail d'ethnologue de terrain, il discute et il essaye de faire apparaître qu'il y a des stratégies. C'est-à-dire que pour Pierre Bourdieu, tout se passe comme si les règles sont plus ou moins connues, discuter, et donc ce qui se passe, ce n'est pas la liberté absolue, c'est la décision qui est prise à certains moments de l'opportunité d'appliquer la règle ou de s'en écarter. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règle, ça veut dire simplement que son application ne relève pas d'une passivité des agents ou de quelque chose qui se ferait à notre niveau, mais elle est au fond intégrée à l'action, et c'est ce que Pierre Bourdieu appelle le sens du jeu ou le sens pratique. Il dit, à la fin, il y a la pratique. Et donc, par exemple, pour prendre des exemples sur lesquels on va sans doute revenir après sur une source, c'est dans la pratique que je vais décider que je suis plutôt le fils de mon père ou plutôt le fils de ma mère, et que ce jugement va entraîner un certain nombre de pratiques. Voilà. Alors, la règle existant, comment elle se manifeste? Elle se manifeste par tout ce que Pierre Bourdieu appelle les rappels à l'ordre. Tous ces moments où les autres vous disent, ça se fait pas, c'est pas comme ça que ça se fait, mais ça va plus loin. Et j'en termine là, ça va dans ce que Pierre Bourdieu appelle l'incorporation. C'est-à-dire le fait que la règle, elle est dans notre corps lui-même. C'est-à-dire qu'elle est dans par exemple, la timidité, la difficulté physique que nous pouvons avoir pour faire ça. Parce qu'on sent à l'avance le poids que l'on a sur les épaules quand on va faire quelque chose que tous les autres vont considérer comme mais c'est pas comme ça que ça se fait. Donc pour Pierre Bourdieu, vous voyez, il garde quelque chose de ce qu'il appelle l'objectivisme, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose comme le social qui échappe aux agents qui sont à l'intérieur, mais pour autant, ceux-ci et celles-ci ont des marges de manœuvre, et vous voyez, ces marges de manœuvre sont finalement encadrées par leur corps. Donc si vous travaillez avec la sociologie de Pierre Bourdieu, vous voyez que les questions du corps sont premières et fondamentales, y compris dans les questions de parenté, puisqu'elles engagent des problématiques comme celle, puisqu'on a dit qu'on parlerait de problématiques, du désir. C'est-à-dire, au-delà de la règle, quel est le désir des agents pour qu'effectivement ça se produise? Vous voyez, donc ça devient une question centrale et qui, du coup, fait entrer aussi dans le sujet la sexualité. Très bien. Alors, vous avez compris donc en fait ce que vient de dire Christophe, c'est quelque chose en fait qui est très important aujourd'hui évidemment dans l'évolution en fait des approches, c'est qu'on est passé des normes aux pratiques et des structures aux stratégies.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'approche structuraliste a moins d'importance que par le passé. On considère que justement, elle s'est heurtée à donc, des problèmes qui ont été évoqués donc, par Christophe à l'instant. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien, évidemment, pour moi, l'un des objectifs que je dois me donner en tant qu'historien, c'est aussi expliquer des événements particuliers, des lois particulières, des décisions particulières qui ont changé en fait donc les règles au sein donc des communautés civiques ou des sociétés sur lesquelles je travaille. La loi de Périclès, évidemment, vous avez des quantités d'explications qui sont proposées pour rendre compte donc de ce changement donc dans la définition de la citoyenneté. Et évidemment, donc on est tous, en quelque sorte, qu'on ait une approche anthropologique ou une approche purement historique, on est tous confrontés à ce problème. Moi, ce que je remarque, en tout cas justement en tant que quelqu'un qui essaie un peu de voir donc, à la fois donc, les pratiques en même temps, parce que je ne suis pas indifférent aux pratiques, hein, bien sûr, les pratiques et les normes, c'est qu'en fait, des mariages avec donc, des étrangères donc, dans la cité d'Athènes, il n'y en a pas en fait après 508. C'est-à-dire que lorsque la loi de Périclès est votée en 451, ça fait déjà 50 ans, en fait, que les Athéniens des élites n'épousent plus les étrangères, parce que visiblement, le changement, en fait, de régime politique a changé aussi, en fait, les comportements des gens. Donc voilà, moi j'essaie de comprendre les choses dans leur globalité, à la fois, donc les normes et les pratiques. Tout ce qu'a dit Christophe, évidemment, en fait, je le partage. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions qui sont posées, qui, évidemment, donc, devant lesquelles nous sommes plus ou moins démunis, mais encore une fois, nous avons des outils conceptuels, hein, etc., des outils analytiques pour essayer d'y répondre. Alors, je vais donner deux éléments en quelque sorte pour me confronter à ce que vient de dire donc, Christophe. D'une part, je dirais que dans ma démarche, fondamentalement, c'est une démarche comparative. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas de savoir tant pourquoi est-ce que tel individu a fait telle chose, c'est pourquoi est-ce qu'à Athènes, on a par exemple voté une loi sur l'épicléra. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que lorsque une fille était héritière, eh bien il fallait qu'on l'épouse, alors que dans d'autres cités, on n'a pas en fait voté ce type de loi, on n'a pas pris ce type de décision. Pourquoi est-ce qu'à Rome, parce que Rome, moi je le traite comme une cité grecque, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'à Rome, il n'y a pas d'épicléra? Qu'est-ce qui varie entre Rome et Athènes, si je prends toujours ces deux modèles, pour expliquer en fait ces différences. Et en fait, comment est-ce que je fais? Je fais l'inventaire des caractéristiques athéniennes, je fais l'inventaire des caractéristiques romaines, pour autant qu'on puisse les reconstituer, parce que vous savez qu'il y a un problème de source majeur donc, pour la période, et à partir de là, donc, je confronte, et donc j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui varie, mais de manière globale, pas simplement donc l'épicléra, mais qu'est-ce qui peut être mis en relation avec en fait la disparition de l'épicléra à Rome, ou en tout cas le fait qu'il n'y ait pas d'épicléra tel quel à Rome. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la conclusion du manuel, donc en fait pour les concours, confronter Athènes et Sparte, confronter donc en fait Rome avec certaines cités grecques, expliquer les mariages en fait à l'époque hellénistique dans les familles royales, chaque fois en fait de manière globale. Donc ça c'était le premier point donc sur lequel je voulais revenir. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie ? Concrètement, alors faites bien attention avec cette notion, parce qu'en vérité, entre la définition de Pierre Bourdieu et puis l'approche, par exemple, de stratégie politique telle qu'on peut les trouver chez les historiens parfois, il n'y a aucun lien, en fait. C'est juste le terme stratégie qui, en quelque sorte, était à la mode, etc. Bon, vous savez que pour Pierre Bourdieu, il faut, en quelque sorte, étudier les stratégies dans leur globalité. Il n'y a pas simplement les stratégies patrimoniales, il n'y a pas simplement les stratégies matrimoniales, il y a des stratégies politiques, économiques, démographiques, etc. Prenons le cas, donc, des stratégies démographiques. À quoi sont confrontées les sociétés anciennes? Bon, il y a une exigence de transmission, donc il faut avoir des enfants et des fils a priori, et compte tenu de la mortalité infantile, il faut essayer d'en avoir le maximum, mais en même temps, il ne faut pas en avoir trop, parce que si on en a trop, évidemment, il va falloir partager le patrimoine. Donc il faut trouver une sorte donc, d'équilibre. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire en fait que ce type de... que pourrait être une stratégie démographique? En fait, vous comprenez bien que les individus ne font que s'adapter constamment à la situation. C'est-à-dire qu'il y a un décès d'un enfant, il y a un décès d'un autre enfant, il y a la naissance d'un autre enfant, mais qu'est-ce qu'ils maîtrisent véritablement? Qu'est-ce qu'ils peuvent maîtriser? Vous connaissez tous des exemples où quelqu'un, alors il y a un Romain très célèbre, qui donne deux de ses fils en adoption, il en a 4, le problème c'est que les 2 autres, ils meurent. En suivant. Ben voilà, il a donné les 2 premiers en adoption. Bon, mais ça, quelle est sa stratégie? Est-ce qu'on peut véritablement parler de stratégie, etc. Oui, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans l'étude de tout cela, ce n'est pas, en fait,
qu'est-ce que font, hein, quels sont les choix, parce qu'en fait, il y a toute une série évidemment de paramètres qui vont entrer en jeu. Il y a aussi l'affectif, hein, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le contexte social et quelles sont les réponses, les possibilités qu'offre le contexte social. Et en l'occurrence, comprenez bien que ces cités, hein, ces cités grecques, elles offrent énormément de possibilités. Moi, ce qui me frappe, vous voyez ce qui me frappe, c'est que si on se situe dans la longue durée, il y a l'adoption, hein, il y a donc le testament, bon, il y a donc les lois d'héritage, il y a les mariages entre proches. Tout ça, le christianisme va l'arrêter. Tout ça, ça va disparaître avec le christianisme. C'est-à-dire que les capacités de transmettre un patrimoine, avec en fait les nouvelles normes qui vont être mises en place avec le christianisme, ça va disparaître. C'est-à-dire que les capacités donc de transmettre un héritage en fait à ceux à qui l'on veut et d'assurer sa transmission, ça va disparaître avec le christianisme. Et du coup, l'Ankisteia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc un groupe en fait dans lequel on se marie, hein, donc dans les sociétés grecques à la période que vous étudiez, eh bien en fait, l'Ankisteia, elle existe toujours à l'époque byzantine, si ce n'est qu'elle est devenue un groupe exogame. Il est interdit d'épouser à l'intérieur de l'Ankisteia. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que en fait, les normes chrétiennes, hein, ont mis en place en fait tous ces interdits ? Ça, c'est aussi un débat historique. C'est aussi un débat. Alors vous connaissez sans doute la réponse, hein, de Jagodi, c'était pour justement que l'Église capte les patrimoines pour elle. Bon, il y a tout un débat là-dessus, hein, etc., etc. Mais voilà. Hein, et c'est là qu'on se rend compte qu'à quel point ces sociétés antiques, en fait, justement, quelque part, on pourrait les caractériser comme une société de propriétaires. Ce sont des propriétaires, il faut qu'ils puissent transmettre leur propriété. Alors, sur ces deux points, un mot sur la question des stratégies, puisque pour Pierre Bourdieu, en fait, la stratégie, il ne faut pas que vous compreniez ça comme une sorte de stratégie aux échecs, où dès le 3e coup, vous êtes déjà en train de réfléchir au 20e coup de votre adversaire et comment au 21e coup, vous allez lui porter un coup fatal. La stratégie, ça consiste précisément à s'adapter aux situations, mais non pas comme un individu libre rationnel, mais en fonction de son habitus, c'est-à-dire des dispositions qui sont incorporées. Voilà. Alors, donc, dans la notion de stratégie de Pierre Bourdieu, si on prend par exemple la question matrimoniale ou les règles matrimoniales, la question va être pour lui de la mise en règle. C'est-à-dire que pour lui, l'événement va être la mise en règle. À quel moment je décide de me mettre en règle ? Donc, d'épouser, parce qu'il faut épouser dans la société dans laquelle je suis. Il y a une pression sociale qui fait que c'est comme ça qu'on doit être. La norme est que je dois être. Si vous prenez par exemple le cas athénien, vous voyez, il y a manifestement une forme d'obligation sociale, mais pas légale, pour un citoyen être marié. Hein, vous le voyez dans la pièce d'Euripide, Hippolyte, hein, où vous avez deux comportements qui sont problématisés dans la tragédie. Le comportement d'Hippolyte qui dit « moi, je ne veux pas me marier, je reste du côté d'Artémis et jamais je ne rendrai de culte à Aphrodite, hein, puisque la pièce commence, c'est Aphrodite qui parle, et elle dit je vais me venger parce que Hippolyte ne m'honore pas, etc. Donc je vais lancer un sort, et sa belle-mère, donc la femme de son père, mais qui n'est pas sa mère, Phèdre, va tomber amoureuse de lui, et ça va faire dysfonctionner la famille, si vous voulez. Donc la pièce commence par là, et ensuite vous avez Hippolyte qui dit « je refuse de rendre un culte à Artémis, ce culte qu'on rend la nuit, etc. » Donc on comprend très bien de quoi on parle. On parle ici du mariage et de la dimension sexuelle que refuse Hippolyte. Alors c'est important parce que vous risquez d'avoir parfois à commenter la fameuse tirade d'Hippolyte misogyne dans laquelle il dit « ah mais si on pouvait faire des enfants qu'entre nous les hommes, puis les femmes resteraient entre elles, etc. » Et vous risquez de le commenter comme une sorte de discours misogyne des Grecs, et si on vous pousse un peu, vous finirez par dire on reconnaît bien là la figure anhistorique du macho méditerranéen. Hein. Donc, si vous voulez éviter de tomber dans ce piège, il faut lire la pièce, parce que la pièce vous explique que c'est pas du tout un comportement valorisé, c'est pas un argumentaire qui est présenté comme positif, c'est au contraire présenté comme une source de dysfonctionnement. Donc, vous voyez, dans un monde de domination masculine, finalement, impossible pourrait être la misogynie absolue et dire « je n'ai rien à faire avec les femmes ». Mais ici, ce qui est présenté, c'est que ceci n'étant pas désirable ni voulu, alors la position qui est incarnée par Hippolyte, qui est le refus du mariage, n'est pas envisageable. Donc elle fait dysfonctionner. Mais vous avez l'autre pôle. L'autre pôle, c'est le désir incontrôlé, qui bien sûr est du côté féminin, parce que nous sommes dans une société de domination masculine. Donc comme la relation homme-femme est asymétrique, le désir n'est pas le même.
L'homme ne désire pas la même chose que la femme, et le mari ne désire pas la même chose que son épouse. Ça, c'est Médée. Mais donc de l'autre côté, vous avez Phèdre, et Phèdre, elle dysfonctionne, elle, parce qu'elle n'honore plus qu'Aphrodite, puisqu'elle a été prise dans un sort par Aphrodite, qui fait qu'à ce moment-là, elle ne peut plus. Donc vous voyez que là vous avez l'expression, et c'est là où ces textes sont fascinants, de ce que c'est que problématiser son réel, et ce qui montre bien que dans la société athénienne, en tout cas, vous voyez, ces questions sont directement explicitées puisqu'elles sont posées. C'est-à-dire qu'on problématise la question du mariage. Alors, puisque j'ai dit un petit peu Médée, je vais en dire quelques mots. La pièce, toujours d'Euripide, Médée, c'est exactement pareil. Donc, le mythe de départ, c'est que Médée a tout détruit derrière elle pour pouvoir épouser Jason. Alors c'est très important parce que ici, il faut que vous compreniez que le mythe n'est pas utilisé pour raconter une petite histoire, mais pour problématiser un problème actuel, ou du moins pour faire apparaître, vous voyez, c'est exactement comme ce que vous allez faire au mois de mars et avril, vous allez problématiser, la tragédie attique fait exactement la même chose, elle problématise, elle dit, voilà, il y a un problème là-dessus. Donc on prend des histoires connues, mais pas pour se les raconter comme se raconter une petite histoire à la veillée, mais c'est pour utiliser ça comme une grammaire qui permet de poser les questions du jour. Donc Médée, c'est une question sur l'oikos et le mariage. Voilà. Donc vous avez d'un côté Médée qui a tout détruit, qui, si vous y réfléchissez, est la figure de l'épouse, qui sort de son oikos, abandonne son oikos et rentre dans l'oikos de son mari. Sauf que vous voyez, la situation, elle est particulière, puisque elle ne peut pas revenir en arrière, puisqu'elle a tout détruit derrière elle. Donc il n'y a plus rien. Donc elle est définitivement sans oikos. Alors ce point est important parce que ça va faire apparaître, du coup, les obligations du mari. Jason, il a des obligations. Puisque elle, et c'est ce qu'elle dit, nous les femmes, nous abandonnons tout, etc. Mais vous voyez, maintenant, vous entendez le discours à deux niveaux. Elle parle dans sa situation très particulière, qui n'est pas la situation d'une Athénienne ordinaire, qui a toujours l'oikos paternel, ou du moins remontant dans lequel elle peut éventuellement faire retour. Ici, le retour est impossible. Donc, ça cristallise l'oikos et ça permet de le constituer en problème. Donc, du coup, elle dit, puisque nous abandonnons l'oikos, vous avez les obligations. Et elle va définir les obligations de Jason, qui, lui, doit veiller sur elle et donc veiller sur son oikos. Et comment ça dysfonctionne ? Ça dysfonctionne par le désir. Eros, qui est la puissance agissante. Mais l'éros se manifeste de deux façons différentes. Pour Médée, il se manifeste par une frustration sexuelle, je vais utiliser un vocabulaire psychologique, mais l'étude a déjà été faite, c'est tout le vocabulaire hippocratique qui est utilisé pour décrire la passion de Médée, et ce vocabulaire hippocratique, c'est celui du manque sexuel. Vous savez que dans le corpus hippocratique, les femmes doivent avoir des relations sexuelles dès qu'elles sont réglées, c'est pour ça qu'il faut les marier tout de suite, parce que sinon elles dysfonctionnent, leur organisme dysfonctionne, donc c'est exactement ce qui vous est décrit. Donc elle est en train de devenir malade parce que son mari n'a plus de relations sexuelles avec elle. Donc vous voyez, vous avez un premier dysfonctionnement lié au désir et à l'éros, mais qui est produit, j'attire votre attention, par Jason, et qui n'est pas produit par Médée, puisqu'elle va réagir. Et Jason, il dysfonctionne aussi à cause d'éros, le mot apparaît, sauf que pour lui, l'éros n'a plus de dimension sexuelle. L'éros, c'est la volonté d'accroître son patrimoine. Ce qu'il fait, c'est qu'il va répudier Médée pour épouser la fille d'un roi, pour donc augmenter son prestige. Tout, il peut le faire. Mais vous voyez, ce faisant, il se laisse aller à son désir, qui est de s'enrichir, de profiter d'une situation. Il a une opportunité, sauf que cette opportunité, elle est mauvaise, puisque à la fin, je ne vous raconte pas toute la pièce, mais vous la connaissez sûrement, le résultat de tout ça, c'est la destruction de l'oikos. C'est-à-dire que vous voyez que la question du désir, qui est prise dans la domination masculine, puisque pour la femme, elle n'apparaît pas du tout, elle apparaît en réaction, son manque de désir sexuel et sa vengeance est produite par le principe actif premier, c'est-à-dire la décision de l'époux. C'est ce que fait Jason qui entraîne la catastrophe, même si elle, en réaction, elle détruit l'oikos. Donc vous voyez comment ce désir peut avoir une dimension sexuelle, mais n'a pas nécessairement une dimension sexuelle dans les deux cas. Vous voyez ? Donc, cette manière de lire les textes, vous voyez, elle suppose, je crois, justement de tenir compte de ce que nous apprend la sociologie. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer, là, pour le coup, la sociologie, mais de tenir compte de ce qu'elle nous apprend, c'est-à-dire du caractère problématique par principe de la réalité sociale, et qui fait que l'un des enjeux dans toute société est de produire l'interprétation légitime du monde social, débouchant, le cas échéant, sur une loi ou non. Et de ce point de vue, rien n'est plus utile
que de partir, et là c'est pour aller sur le volant comparaison, de partir du présent. Partir du présent, c'est-à-dire partir tout simplement des mots que nous utilisons. Et je vais prendre le mot famille. Le mot famille est un mot qui se présente, c'est ce que dit le commentaire du sujet, je cite, de prime abord, la famille apparaît comme un phénomène universel autant qu'évident. Donc là, vous voyez, vous avez tout ce geste des sciences sociales qui est dans le sujet, qui consiste à dire, a priori, la famille, c'est universel et évident, donc ce n'est pas un objet d'histoire. Si c'est universel, c'est qu'il y en a tout le temps, donc il n'y a pas besoin d'en faire l'histoire. Et si c'est évident, il n'y a encore même pas besoin d'y réfléchir, puisque ça va de soi. Or, ensuite, c'est là où ça se corse, on nous dit quand même que les sciences sociales et historiques, je cite, ont montré qu'ils varient grandement d'une société à l'autre. Donc voilà un phénomène universel qui varie grandement d'une société à l'autre, et qui en même temps est une structure fondamentale de toutes les sociétés humaines, tout en étant un concept faussement simple. Là, je viens de résumer tout ce que vous avez dans le commentaire de la question. Donc, je résume la phrase. Phénomène universel dont les sciences sociales et historiques ont montré qu'il varie grandement d'une société à l'autre. La famille est une structure fondamentale de toutes les sociétés humaines, tout en étant un concept faussement simple. Là, j'ai résumé toutes les phrases. J'ai pris, je cite, les formules du commentaire. Vous voyez, donc vous avez au cœur de votre sujet les difficultés que nous avons, que Jérôme a évoquées par rapport à la parenté, qui sont inhérents à l'objet lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire que l'objet, il est directement problématique. Et nous le savons pourquoi ? Parce que depuis déjà les années 90, l'idée que quelque chose comme la famille existe est mise en question. Vous avez un dossier en 1993 dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales qui s'appelle « La famille dans tous ses états ». Mais vous voyez, le paradoxe, c'est qu'a priori, donc, on ne sait plus trop ce que c'est que la famille, mais l'idée même qu'il y a une crise de la famille nous renvoie perpétuellement à une norme qui serait la vérité ultime de la famille. Et cette vérité ultime de la famille serait bien entendu le couple hétéronormé, hétérosexuel, avec enfant. Mais pour sauver cette norme, même si elle devient minoritaire, vous voyez que vous êtes obligé d'inventer des catégories qui vont vous sauver la famille. Je vais prendre quelques exemples. La famille monoparentale. C'est-à-dire, pour inventer la famille monoparentale, vous voyez, c'est qu'on veut sauver la famille. C'est-à-dire que si la famille, ça existe, c'est universel et naturel, alors même quand elle ne se présente pas du tout comme une famille, on va trouver des mots dans lesquels on va mettre famille, on va rajouter un adjectif qui nie le mot même famille. J'en prends un deuxième pour vous montrer, mère célibataire. Une mère célibataire, vous voyez, c'est une sorte de défi à la famille. Mais parce qu'on l'appelle mère, on a sauvé l'essentiel, la maternité, mère, etc. Donc vous voyez que la sociologie, c'est ça qu'elle nous montre, c'est que nous sommes en débat en permanence avec cette réalité sociale, parce que Jérôme l'a évoqué, la réalité sociale, son propre, c'est d'évoluer et de changer, d'être toujours prise dans l'historicité, et c'est pour ça que les règles ne peuvent pas non plus épuiser la question des réalités sociales présentes ou passées, parce que précisément, le monde social est pris toujours dans l'historicité. Dès lors, la question dans laquelle on peut inscrire les stratégies, en particulier les stratégies démographiques, stratégies matrimoniales, c'est la stratégie de reproduction sociale. C'est-à-dire que ce qui va permettre éventuellement de comprendre les logiques qui sont à l'œuvre, c'est qu'il y a un impératif qui agit, c'est l'impératif de reproduction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le maintien des positions sociales, à minima, voire l'accroissement, le renforcement de sa propre position sociale. Mais qui suppose, vous le voyez, des stratégies, puisque comme l'histoire avance, les enfants meurent, etc. Je n'arrive pas à marier ma sœur, on a toute une série de problèmes, mais ces problèmes, vous voyez, on va les résoudre en fonction de normes qui existent, qui sont la manière de voir. Parce que ça n'est un problème qu'à partir du moment où c'est constitué comme problème. Pendant très longtemps, la famille ne faisait pas problème, il suffisait de sortir de la famille tous ceux et toutes celles qui semblaient ne pas en faire partie. Avant les mères célibataires, vous aviez les filles-mères. On a inventé les mères célibataires, ou familles monoparentales, quand on a fait une allocation parents isolés, une allocation famille monoparentale, c'est-à-dire quand on a dit c'est un problème et un problème dont on doit s'occuper. À partir de ce moment-là, on a utilisé un vocabulaire légitime, celui de la famille, pour dire rassurez-vous, c'est bien comme la famille, même si c'est monoparental, même si c'est une mère célibataire, donc je peux le faire rentrer dedans. Vous voyez, donc ce que nous apprend le présent, et moi c'est cette démarche-là que j'essaye d'utiliser en histoire, c'est en problématisant le présent, j'arrive dans ma société ancienne, non pas avec des certitudes du présent qui seraient les certitudes du sens commun, je crois savoir ce qu'est la famille,
Mais c'est précisément en utilisant mon ignorance ou les difficultés que j'ai à rendre compte du monde social dans lequel je suis pris que je vais voir les sources anciennes en me disant, si déjà aujourd'hui nous ne savons pas ce que c'est que la famille, pourquoi ce serait plus simple de le savoir il y a 25 siècles? Or souvent, vous voyez, on a cette illusion qui fait que dans l'introduction, définition de la famille, nous avons réglé le problème. Alors que justement, l'enjeu, c'est de souligner que c'est un problème. Alors, beaucoup de choses donc, dans ce que vient de dire Christophe, avec des thèmes très variés. On ne respecte pas du tout en fait, le cadre qu'on s'était fixé au départ. Il y a déjà presque une heure que l'on parle, on n'a pas du tout suivi le programme. Et il faudrait évidemment qu'on vous laisse la parole pour qu'il y ait aussi un échange avec vous. Donc, c'est 1h30, donc il reste 35 minutes. Je vais réagir à quelques points. Partir du présent pour problématiser le passé ou partir du passé pour problématiser le présent. Pensons à l'inceste. Vous avez tous, évidemment, aucun d'entre vous, j'imagine, ne souhaite épouser sa sœur ou son frère, donc selon votre sexe, parce que vous pensez, de toute façon, que si vous avez des enfants avec votre plus proche parent, donc frère ou sœur, ces enfants donc, auront des problèmes divers liés à l'hérédité. Bon, vous connaissez tous Cléopâtre. Cléopâtre descend de plusieurs générations de mariages entre frères et sœurs, et on peut penser ce que l'on veut de Cléopâtre et d'Élagite, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas véritablement de problème héréditaire. Ce qui veut dire qu'en fait, concrètement, je le dis comme cela brutalement, c'est que ce que vous pensez de l'inceste et les causes de l'inceste, les explications aujourd'hui formulées de l'inceste, elles sont fausses. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes aujourd'hui dans une conception de la parenté qui est très marquée par l'hérédité, qui est marquée par l'ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire simplement, on peut revendiquer en fait un fils ou dire revendiquer un père simplement dans un tribunal par l'ADN, alors qu'auparavant, évidemment, c'était impossible. Je dirais, il y a cette présence de la génétique dans la conception de la parenté, si ce n'est que nos conceptions génétiques, elles sont complètement dépassées, et en fait, les généticiens aujourd'hui ne considèrent plus que la génétique joue un rôle aussi important que par le passé, où encore une fois, vous pouvez très bien, une jeune fille peut très bien, ou une femme donc, peut très bien avoir des relations sexuelles avec son frère, et en fait en avoir des enfants, il n'y aura aucun problème. Quelque chose qui m'a frappé, qui montre bien la complexité du problème. Il y a quelques années, donc une femme qui était âgée, qui en fait était ménopausée, avait voulu avoir un enfant, bon, elle a procédé donc en fait à une procréation médicalement assistée, etc. Je ne vais pas sur les détails, qui évidemment en fait n'était pas dans un cadre légal, parce qu'en fait elle n'avait pas le droit. Et donc bon, je passe sur les détails. Il lui fallait un sperme. Quel est le sperme qu'elle a demandé? Comme ça, je dirais naïvement, celui de son frère. C'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'en faisant cela, quelque part, elle était dans l'inceste. Parce que pour elle, donc, il lui fallait un enfant, il lui fallait un sperme, celui-ci lui paraissait contenable. C'est-à-dire que j'imagine bien que si en fait on lui avait dit, si vous voulez avoir des enfants, il faut avoir des relations sexuelles avec votre frère, elle aurait dit, mais vous pensez pas, c'est impossible. Par contre, de demander le sperme de son frère, ça ne lui a pas posé problème. Vous voyez bien à quel point tout ça c'est compliqué en fait, tout ce qui relève de l'inceste. Bon, encore une fois, évidemment, je ne suis pas là en train de vous inciter, évidemment, à avoir des relations incestueuses. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Simplement, je montre que c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un sujet très difficile. Vous savez, moi, je fais très souvent des conférences sur la parenté, sur la famille, et à la fin, on vient me voir, on me dit « Ah, c'était très intéressant, mais bon, finalement, enfin, on sait très bien comment ça marche. » C'est-à-dire que tout ce que je peux dire ne change rien. C'est-à-dire que les gens ont dans la tête des connaissances sur la famille, des évidences. Des évidences. Alors vous, en tant que futur enseignant, vous serez confronté au même problème. C'est-à-dire que vous allez parler de la famille, vous allez parler de la parenté, vous allez historiciser, vous allez problématiser, et à la fin on vous dira, oui mais bon, et alors? On sait très bien comment ça marche la parenté. C'est toujours comme ça, c'est naturel. Mais non, c'est plus compliqué que ça. Bon, ce sont encore une fois donc des configurations sociales. Alors, autre thème qui a été abordé par Christophe et donc qui est très important, effectivement, cette problématisation. Hier, j'ai parlé de l'Orestie. Évidemment, voilà la problématisation, quel est le lien le plus fort au sein de la parenté? Si vous voulez travailler sur la paternité et la maternité, l'Orestie, c'est formidable. Édipe roi, quel texte plus majeur, plus fascinant sur qu'est-ce que la parenté? Qu'est-ce que la parenté? Qu'est-ce que l'inceste? Pourquoi est-ce qu'il y a en fait ces réflexions à Athènes? Ion d'Euripide, un texte majeur également sur la citoyenneté, sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant, qu'est-ce que c'est qu'être un fils, qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen, etc., etc. Alors pourquoi en fait, je dirais, toutes ces problématisations? J'en ai parlé également hier, Christophe donc là vient de l'évoquer. Donc ce théâtre tragique, cette poésie tragique athénienne, elle ne fait que problématiser, que mettre en tension en fait donc les représentations, les pratiques sociales, etc., etc. Pourquoi tout cela?
Revenons à la loi de Périclès, qui montre bien que la parenté est au cœur en fait de la définition de la citoyenneté, au cœur en fait de la manière dont les gens se représentent et définissent leur identité. Bon, pour être citoyen athénien, il faut être enfant d'un Athénien, d'une Athénienne. Évidemment, fondamentalement, théoriquement, dans le cadre d'un mariage légitime. Ça veut dire que désormais, à partir de la loi de Périclès, alors qu'auparavant il y avait plusieurs types de mariages, il y avait le mariage concubinat, évidemment ça continue à exister, mais il y avait différents types d'unions matrimoniales, le mariage légitime s'impose en quelque sorte, normalement, comme la relation donc normale, justement, entre un citoyen et une fille de citoyen. Le mariage devient la relation attendue. C'est ce que j'appelle en fait justement l'universalité du mariage, c'est-à-dire que l'universel au sens par exemple de suffrage universel, tous les citoyens sont supposés se marier, et donc entre citoyens, citoyens, filles de citoyens. Tout ça en fait c'est une révolution, parce qu'il y a des gens qui sont de différentes catégories sociales, et désormais on leur dit finalement le mariage désormais il est ouvert à tous, et il va permettre la reproduction civique. Et ça crée donc toute une série de changements dans la société, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion qui s'engage sur précisément qu'est-ce que c'est que le mariage, et qu'est-ce qui fonde le mariage. Et on a de nouvelles représentations qui apparaissent, au lieu justement simplement d'une relation sociale, juridique, etc., il y a l'idée de désir qui apparaît, il y a l'idée de consentement qui apparaît, et l'idée qu'un mariage, c'est une union harmonieuse entre deux individus donc, qui sont en fait justement qui sont membres de la même communauté, et c'est un mariage en quelque sorte, un mariage qui doit être un mariage d'amour, une sorte d'harmonie encore une fois, etc. Donc des nouvelles conceptions qui apparaissent. On est dans des conventions, encore une fois, et peu importe, je dirais que la jeune fille peut avoir 13 ans et donc être amenée de force en mariage, etc. Concrètement, il y a toute une série en fait de représentations, de discours qui va être tenu, comme quoi évidemment un mariage, c'est une communauté de vie entre un homme et une femme qui s'aiment et qui sont liés donc par la filia, et qui donc évidemment tout cela donc va générer tout un ensemble va permettre tout un ensemble de relations sociales au service de la cité. Donc vous voyez à quel point en fait je dirais cette question, on est toujours dans les représentations, dans les pratiques et en fait les effets sociaux de ces représentations et donc des lois, etc. Toute une série en fait d'avalanches, je dirais un processus qui ne cesse en fait d'évoluer et créer de nouvelles situations. Alors par quoi est-ce que tu veux qu'on enchaîne pour le coup ? Peut-être parce que c'est comme c'est une histoire d'amour, on va parler d'une histoire d'amour. Oui, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour. Alors, le contre Boiotos 1 et 2, donc on en a déjà parlé donc, plusieurs fois, et donc Christophe donc, récemment a fait un commentaire en fait, de texte par rapport donc, à ces contre Boiotos. Pour les résumer simplement, en fait, on a deux plaidoyers, en fait, où le plaideur, donc c'est Mantithéos, Mantithéos 2, que vous avez ici, et qui essaie en fait de défendre ses droits, en fait, à l'égard donc de deux frères qui au départ n'avaient pas été reconnus donc par leur père Montias et qui finalement donc ont été reconnus et donc désormais sont ses frères tout à fait légitimes. Et Boiotos II en fait a pris le nom de Mantithéos. Donc désormais il y a deux Mantithéos, fils de Montias, et puis donc ce Pamphilos. Alors la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce que au départ en fait Montias il avait apparemment commencé à reconnaître ses deux enfants, puis finalement il les a rejetés. Quelle était la relation qu'il entretenait donc, avec Plangon, et comment, en quelque sorte, justement, peut se définir donc, la paternité, donc la filiation, comment est-ce que se transmettent donc, les noms donc, dans la société athénienne. Ce sont deux plaidoyers qui, de ce point de vue-là, sont majeurs, qui apportent beaucoup d'éléments donc, de compréhension. Alors, je ne sais pas dans quelle direction en fait, tu souhaites aller, je te redonne la parole. C'est effectivement un plaidoyer essentiel parce qu'il me semble qu'il cristallise, vous voyez, toute une série d'éléments dont nous avons discuté de manière, disons, générale, voire conceptuelle. Alors, on va peut-être partir des noms, puisque c'est donc un élément important. Donc, vous connaissez sûrement la règle de nomination. Donc là, vous voyez, on est dans la règle, et ensuite, on va passer on va essayer de voir si, au fond, la stratégie telle qu'on l'a abordée tout à l'heure permet de comprendre ce plaidoyer. Vous voyez, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. L'enjeu, c'est bien de comprendre après ou d'essayer de lire ces textes. C'est pas de vérifier ou de disserter sur telle ou telle théorie sociologique ou anthropologique. Donc la règle, je la cite telle qu'elle a été formulée par Alain Bresson. Donc pour les garçons, donc, le premier fils prend le nom du grand-père paternel, le deuxième celui du grand-père maternel, le troisième un nom du côté de son père. Donc vous voyez, la règle, c'est l'alternance.
Hein, donc, alors, si vous regardez le stéma qui est derrière nous, vous voyez bien que Mantithéos II, hein, son nom, c'est celui de son grand-père paternel. Donc, si je suis la règle de énoncée donc par Alain Bresson et démontrée, puisque cette règle, on a suffisamment de documentation, du moins à Athènes, pour vraiment dire que c'est massif. Et puis de toute façon, elle est exprimée dans les sources, en disant c'est la règle, vous savez bien qu'il est d'usage de, etc. Donc voilà, en même temps, il resterait à s'interroger pourquoi, si c'est si évident, on a besoin de rappeler la règle, ce qui montre bien qu'on peut décider, même si ce n'est pas le plus fréquent, de ne pas l'appliquer. Donc ici, vous voyez, vous avez cet élément. Donc vous comprenez désormais le problème posé par l'homonymie, puisque vous vous retrouvez, au fond, si on suit la règle, avec deux aînés, puisque les deux s'appellent Mantithéos, les deux ont le même père, Mantias, et ont donc le même grand-père paternel. Donc ce sont, vous voyez, c'est pas des homonymes simplement parce qu'ils ont le même nom, c'est que du coup ils se retrouvent comme s'ils étaient jumeaux, c'est-à-dire qu'ils sont, on ne peut plus les dissocier, sont les mêmes. Vous voyez bien déjà qu'on n'est pas dans les règles de parenté, puisque normalement, on va peut-être en discuter tout à l'heure, mais on devrait se dire, oui, mais il y a bien un aîné biologique, il y en a bien un qui est né en premier. Vous voyez? Alors dans ces cas-là, c'est réglé, il y en a juste un qui ment. Bon, pourtant, si on regarde l'affaire, il me semble qu'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments. D'abord, c'est que personne n'a les moyens de prouver qu'il est l'aîné par rapport à l'autre. C'est-à-dire ni Mantithéos II, ni Boiotos ne peut prouver devant le tribunal qu'il est l'aîné. La seule chose qu'a réussi à prouver Boiotos II, c'est qu'il avait pu changer de nom et se faire appeler Mantithéos. Donc il était déjà un jeune adulte, il avait plus de 18 ans, au moment de l'inscription dans le registre de Delphes. Donc, je résume, vous avez un Mantithéos qui apparemment est son nom de naissance, celui qu'on appelle sur le stéma Mantithéos II, puis vous en avez un autre qui, à un autre moment, se fait reconnaître un nom officiel qui est Mantithéos. Et ce nom est reconnu devant le tribunal, puisque Mantithéos II porte plainte et il perd ce procès. Donc on dit, l'inscription a été légale. Mais vous voyez bien que ici on est dans le légal, pas dans le légitime. Tout a été fait légalement. Il a bien été légalement inscrit comme Mantithéos sur le registre d'Œdème. Donc le tribunal ne se prononce pas sur la légitimité, mais sur la légalité. Légalement, tout a été fait dans les règles, donc il peut bien s'appeler Mantithéos. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où la règle, en quelque sorte, est mise en défaut. C'est-à-dire qu'elle explose, comme ça a été dit tout à l'heure, du fait de la réalité, puisque vous avez une situation qui, d'après la règle, ne peut pas arriver. Puisque vous ne pouvez pas avoir deux Mantithéos. Non pas parce que la loi l'interdit, la preuve, mais parce que, comme le dit le plaidoyer, personne n'aurait l'idée saugrenue de donner le même nom à deux de ses enfants et qui plus est à deux de ses fils. Ça n'a pas de sens. Personne ne ferait ça. Donc, peut-être je te ferai réagir là-dessus et ce que tu en déduis sur les problèmes du plaidoyer. Alors, c'est un plaidoyer, enfin ce sont deux plaidoyers en fait qui sont très intéressants parce que quelque part en fait ils sont incompréhensibles. C'est-à-dire qu'on a la version de Mantithéos à chaque fois, mais ça nous renvoie en fait en quelque sorte à des réalités donc sociales d'Athènes qui théoriquement ne devraient pas arriver. Et donc, comment rendre compte de cet impossible? Le problème majeur, c'est qu'en fait, donc, Mantias a décidé de ne pas reconnaître comme fils légitime en fait, les enfants qu'il avait avec Plangon. Pourtant, on est confronté à des familles qui appartiennent aux élites athéniennes. Là, Mantias est quelqu'un de connu par ailleurs. La famille de Plangon est également une famille connue. La famille de Polyaratos, évidemment, est aussi une famille connue. C'est-à-dire qu'on a affaire donc à des familles qui appartiennent au sommet en fait de la société athénienne. Donc, quelle pouvait être la nature de la relation entre Mantias et Plangon et quel était le statut à ce moment-là de ces enfants? Alors, quelque chose en tant que, donc lorsqu'on travaille sur la parenté, évidemment, vous comprenez bien que nommer un enfant, c'est déjà lui donner une position sociale. Et donc évidemment, lorsqu'on lui donne un nom qui est un nom maternel, par exemple, ça renvoie à une position de cadet, et non pas une position d'aîné. Ce qu'on peut remarquer, c'est que donc les noms qui ont été donnés donc, en fait, à ces deux enfants, donc là voilà un fait qui est en quelque sorte sur lequel on peut travailler, ce sont des noms maternels. C'est comme si quelque part, donc précisément, il est rejeté du côté de la famille maternelle, il ne les inscrivait pas dans la famille paternelle. À partir du moment où ces enfants se font reconnaître dans le cadre d'un procès donc, par Mantias, c'est la collectivité qui oblige Mantias en quelque sorte à reconnaître ses enfants comme légitimes. Quelle est la première démarche en quelque sorte que fait Boiotos? C'est prendre le nom de Mantithéos.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il revendique son appartenance pleine et entière à sa famille, à la famille de son père. Et en fait, en disant « je suis Mantithéos », et donc en parallèle avec l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il occupe la maison. Il occupe la maison, en fait, de Mantias. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a un patrimoine, il y a une transmission, et prendre le nom de Mantithéos, ça lui donne des droits. Ça lui donne des droits, donc, sur, évidemment, le patrimoine paternel. Donc, vous voyez bien, évidemment, qu'avec ces noms, il y a des enjeux, évidemment, sociaux, qui sont tout à fait considérables. Tiens. Bon, je vais reprendre là, parce qu'effectivement, donc, le problème, vous allez voir, il est double, c'est la nature de la relation Plangon-Mantias, et du coup, le statut des enfants. Donc, puisque vous voyez qu'il a deux unions, Mantias, puisqu'il est des deux côtés. Donc, il y a donc Plangon, et puis la fille de Polyarethos, dont on ne connaît pas le nom, mais qui est donc la mère de Mantithéos II. Tout le monde voit sur le stéma, et donc tout le monde comprend. Je rappelle que ça, c'est un exemple en or dans une dissertation. Donc tout ce qu'on dit, évidemment, vous devez faire attention à l'orthographe des noms. Excusez-moi de faire ce petit élément méthodologique, mais voilà, où est le Y? Est-ce qu'il y en a un? Voilà, ça c'est vraiment parce que vous pouvez l'utiliser de mille manières. Parce que vous voyez que c'est à la fois la question des unions légitimes ou non, la question de la nomination et donc de ce que c'est qu'un nom, qui n'est jamais un nom individuel, mais qui est aussi un nom de famille, comme on vient de le voir. Donc vous voyez toute une série d'éléments qui sont pleinement au cœur du sujet. Donc je ne saurais trop insister sur la nécessité de connaître cet exemple et d'avoir lu peut-être le plaidoyer et d'essayer de maîtriser les enjeux. Alors pour moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de montrer ce qu'une lecture en termes de stratégie pourrait apporter. Bon, donc ma lecture à moi, je ne rentre pas dans le détail, parce qu'à chaque fois, vous voyez, c'est des choix d'analyse du document. Pour moi, Mantias, au moment où les enfants naissent, il est marié avec la fille de Polyarethos, et il est donc en concubinage, enfin il a une relation extra-conjugale avec Plangon, mais c'est une relation extra-conjugale suffisamment établie pour qu'il puisse avoir des enfants sans que ça pose problème. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui, pour moi, va dans ce sens? Précisément, le choix, j'insiste bien, le choix fait par Mantias du nom. En choisissant de donner à ses fils des noms qui les renvoient, qui les placent du côté maternel, comme l'a dit Jérôme à l'instant, qu'ils soient les premiers-nés, enfin que Boiotos II soit le premier-né ou non, il en fait de fait un cadet. C'est-à-dire un puits-né. Quelqu'un qui, et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est le premier-né, en fait. Puisqu'il était avec les deux, donc il a d'abord un enfant, et c'est un fils. Donc s'il l'appelle Mantithéos, normalement c'est la règle qu'il doit suivre, si c'était son épouse légitime, mais lui décide de dire non, ça, dans cette situation, je vous mets du côté maternel. Donc dans ces cas-là, l'issue qui semble dessinée pour eux, c'est, puisqu'ils sont libres, mais ils ne sont pas légitimes, puisqu'ils ne sont pas nés dans une union légitime. Donc ils sont libres, donc ils sont potentiellement citoyens, mais pas citoyens. Ils ne peuvent pas le devenir encore, puisqu'ils n'ont pas de père. Et donc n'ayant pas de père, ils ne peuvent pas être citoyens. Donc ce qui est prévu, c'est d'aller du côté maternel, et on envisage à un moment donné l'adoption par les oncles. Donc vous voyez comment, au fond, le nom devient un destin. C'est-à-dire que votre nom qui vous met du côté, puisque vous avez, si vous regardez le stéma, vous voyez que donc Pamphilos, le nom du cadet, c'est le grand-père maternel, donc vous voyez qu'on l'a mis du côté maternel, et Boiotos, c'est le nom d'un des frères, du frère de Plangon. Donc vous voyez, totalement du côté maternel. Donc vous voyez que le choix fait par le nom dessine une forme de destin social, et vous voyez, là, ici, par rapport, vous voyez, aux manières de voir de Pierre Bourdieu, on serait dans la stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait pu, dans l'absolu, lui donner un autre nom. Mais pas 18, puisque finalement, il n'avait le choix. Vous voyez, c'est là où on est dans l'habitus, etc. Il n'avait le choix qu'entre deux possibilités. Soit prendre un nom qui le rattache du côté paternel, soit prendre un nom qui le rattache du côté maternel. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment dans une problématique de type stratégie. C'est-à-dire qu'on décide à un moment donné de donner un nom parce qu'on choisit, c'est-à-dire qu'on interprète. Alors, quels que soient les critères, ça peut peut-être être parce qu'il a le visage comme ça, il nous fait penser à, ou etc. Là, du coup, je reviendrai, comme l'a dit Jérôme, peu importe les raisons, mais dans les possibles, les deux grands possibles, et donc les deux seuls possibles, pour être compris par les autres. Parce que sinon, vous voyez le problème. Parce que, vous allez dire, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on donne le nom qu'on veut. Mais du coup, vous êtes qui? Puisque tous les autres vous identifient par rapport à un nom qui vous rattache.
qui fait que ce nom vous donne une position sociale, c'est-à-dire que les autres acceptent de dire vous êtes. Donc, en l'appelant Boyotos, il le désigne aussi, pour les autres, comme un cadet. Alors, on continue donc la discussion et après on vous donnera la parole. Il est déjà donc 15h15, donc je vais juste parler quelques instants. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Christophe, donc je vais apporter en quelque sorte un peu donc, mon éclairage. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous voyez, donc, ici, donc, Christophe parle de stratégie. En quelque sorte, Mantias fait ses choix. Et ces choix, évidemment, ont des conséquences sociales très fortes sur ses enfants. Mais à l'âge adulte, ses enfants se retournent contre le père, lui font un procès. Et cette fois-ci, c'est la collectivité qui dit, donc, dans le cadre de le jury d'Athéniens, qui dit au père, ce que tu as fait, tu n'avais pas le droit de le faire. Ces enfants, ils sont légitimes, tu vas les reconnaître. Et ils sont reconnus, ils sont intégrés dans la fratrie, dans le dème. C'est-à-dire que, vous voyez également, là, les choix qui ont été faits par Mantias, c'est la collectivité, en fait, les Athéniens, qui vont décider, en fait, que ce n'était pas une stratégie possible. En fait, qui vont, en quelque sorte, invalider cette stratégie. Alors, c'est très intéressant parce qu'encore une fois, je dirais que si on applique les règles, effectivement, habituelles, c'est incompréhensible. La question qui est posée, en fait, à Plangon, parce qu'en fait, on va dire, c'est Plangon qui va prêter serment et qui va dire, en fait, qui va donner la solution de l'énigme. Mais la question qu'on lui pose, ce n'est pas étais-tu uni dans le cadre d'un mariage légitime à Mantias? Est-ce que c'était un mariage légitime? La question qu'on lui pose, c'était qui est le père? Qui est le père des deux enfants? Et à partir du moment où elle répond le père c'est Mantias, les enfants deviennent légitimes. Donc là, on est dans ce que je disais tout à l'heure. Fondamentalement, désormais, pour des Athéniens, s'il y a un Athénien qui est marié à une Athénienne, fondamentalement, les enfants sont légitimes quelque part. Alors, ça, ce que je viens de dire, surtout, alors là, pour le coup, il ne faut pas le reprendre, parce que ce n'est pas ce n'est pas la règle telle qu'elle est formulée habituellement, ça ne peut être qu'un mariage légitime. Mais concrètement, ce que l'on voit, c'est que des enfants qui appartiennent à une bonne famille, qui, évidemment, donc par définition, Plangon, ça ne peut pas être, évidemment, je dirais, quelqu'un qui a vécu comme ça, de manière, je dirais, bizarre, avec Mantias, en dehors des normes sociales. À partir du moment où Plangon dit « le père, c'est Mantias », les enfants sont légitimés. Il y a quelque chose qui se passe, encore une fois, on a l'impression que tout enfant d'Athénien, nécessairement, ne peut être qu'un enfant légitime. Mais on est en dehors, en fait, du discours normal, en fait, donc de la loi sur tout cela. On s'arrête là, donc, peut-être oui, pour les discussions. Après, bon, pour les débats, il reste un quart d'heure, à peu près. Donc, profitez-en. Profitez également de Christophe. Moi, vous m'avez... Donc, est-ce qu'il y a des questions, remarques? Allez-y, n'hésitez pas à demander aussi des précisions s'il y a des choses qu'on a dites qui n'étaient pas claires ou sur lesquelles vous voudriez avoir des précisions. Moi, j'aimerais savoir, vous avez beaucoup discuté des règles, mais vous avez peu précisé, selon vous, d'où viennent ces règles, comment elles sont mises en place et comment peut-être aussi elles sont retravaillées par les acteurs ou les agences dans le... Mais c'est très difficile de répondre à cette question. Encore une fois, il y a différents types de règles. Donc, il y a des règles qui sont implicites, il y a des règles en fait qu'on ne peut pas vraiment formuler. Je veux dire que vraiment, on agit comme cela parce qu'en fait, justement, on est dans l'habitus, on est dans quelque chose qui est conventionnel. Et puis, donc, il y a les règles que l'on change. Alors, moi, ce que je pense donc sur les règles que l'on change, c'est que constamment, on essaie de s'adapter à des situations nouvelles, et à ce moment-là, donc, on change la loi. Mais en changeant la loi, ce n'est pas simplement donc la loi qui change, c'est en fait tout un ensemble de discours qui accompagnent en fait les pratiques qui nécessairement doit s'adapter. Alors, je peux donner en fait un exemple qui est un exemple en fait extrait en quelque sorte du monde romain. Donc là, je prends des risques, je sors en quelque sorte un peu de mon domaine de recherche, donc le monde grec. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait, donc c'est la transmission des statuts, la transmission de la citoyenneté donc dans le monde romain. Bon, théoriquement, vous savez, donc, à Rome, et évidemment, donc, au fur et à mesure donc, de l'expansion de Rome et donc évidemment l'expansion du nombre de citoyens romains, il va y avoir donc en fait des changements qui vont être apportés en fait donc, dans les lois sur la citoyenneté. Théoriquement, pour être citoyen romain, donc en fait, il faut être né dans le cadre d'un mariage avec connubium, donc d'un mariage légitime, où il y a l'autorisation, donc en quelque sorte, on est dans le mariage légitime, et à ce moment-là, donc c'est la patrilinéarité qui va s'imposer. Si on n'est pas dans le cadre d'un mariage légitime, la règle de base, en fait, dans le droit romain,
c'est que donc, encore une fois, voilà, quelqu'un, une femme qui est unie avec un homme, ce n'est en dehors du mariage légitime. À ce moment-là, c'est le statut maternel, en fait, qui est hérité. C'est-à-dire que si la femme est libre, l'enfant sera libre. Hein, si la femme est esclave, l'enfant sera esclave. Donc, théoriquement, c'est le statut maternel qui est hérité, hein, lorsque l'union est illégitime. Bon, mais dans le statut, il y a la citoyenneté. Au fur et à mesure que Rome donc, étend son emprise, hein, sur des territoires de plus en plus importants, que le nombre de citoyens donc, augmente, que évidemment le conobium en fait, hein, est à disposition de plus en plus de personnes. Bon. Il y a donc de plus en plus de personnes qui entrent en relation avec ces Romains, qui sont de différentes catégories sociales, et vous comprenez bien que si on applique la règle, en fait, quelqu'un qui ne possède pas le conobium, un homme qui ne possède pas le conobium, peut très bien en fait avoir une union illégitime avec une citoyenne romaine, et à ce moment-là, les enfants seront citoyens romains, si on applique la règle de manière en fait stricte. Vous comprenez bien que ça pose problème. Il faut réagir. Il y a une règle, c'est la lex minitia. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été prise, mais la lex minitia est très claire. Lorsqu'il y a une union comme de ce type, l'enfant aura le statut inférieur. Concrètement, si donc le père ne possède pas la citoyenneté romaine, hein, dans le cadre de n'importe quel type d'union, l'enfant ne peut pas être citoyen romain. Et donc là, on a encore une autre règle de descendance, une autre règle de transmission, c'est ce qu'on appelle donc en anthropologie l'hypodescendance, c'est-à-dire que c'est constamment le statut inférieur en fait qui est hérité. Vous voyez qu'au départ, pourquoi est-ce que c'est la mère qui transmet son statut? Parce qu'effectivement, si on est dans le cadre d'une union non légitime, qu'est-ce qui reste en quelque sorte comme élément de repère? C'est la mère. Et donc, c'est ce lien que j'évoquais hier, d'une sorte de lien indissoluble, de lien unique en fait avec la mère. Et pourtant, dans le cadre évidemment de la transmission de la citoyenneté, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que sinon, la mère seule pourrait transmettre la citoyenneté. Et donc, on est dans une nouvelle règle qui est mise en place pour transmettre tout ça. Voilà. Oui, alors je pense que c'est une question donc, qui nous amène à revenir, mais je vais simplement vous citer une phrase de Lévi-Strauss, donc le Lévi-Strauss des structures élémentaires de la parenté, puisque pour ça, la réponse est claire. Hein. Chaque enfant apporte en naissant, et sous forme de structure mentale ébauchée, l'intégralité des moyens dont l'humanité dispose de toute éternité pour définir ses relations au monde et ses relations à autrui. Donc, dans le cadre strict de la pensée de Lévi-Strauss, les structures, au fond, elles sont là. Et c'est à partir de là que le social peut advenir. D'accord ? Bon, moi je pense que pour comprendre ce qui se passe, souvent il faut d'abord prendre les règles au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut envisager que ces règles répondent à un problème qui est identifié en tant que tel et que la réponse qu'on apporte à ce problème doit sembler vraie. Donc pour moi, les règles, elles viennent de ce souci de se mettre en règle, c'est-à-dire de faire accorder les faits avec les discours qu'on tient sur les faits. C'est-à-dire que la vérité du monde social, qui est un enjeu dans toute société, qui dit ce qu'il est bon de faire, c'est un enjeu dans toute société. Parce que derrière cette affirmation, donc, comme Jérôme vient de le décrire, on voit très bien le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'un père plus bas que sa mère peut fabriquer quelqu'un qui est aussi digne que la mère ? Effectivement, si vous répondez oui ou non à cette question, vous ne vivez plus dans le même monde. C'est plus le même monde. Donc, c'est en fonction de la vérité du monde social, c'est-à-dire en fonction de ce que vous croyez être la vérité, ce qui est vrai, que ça vous plaise ou non. C'est tous ces moments où on dit « c'est comme ça ». Moi, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Donc, la vérité du monde social, c'est ce sens commun, c'est ce sens partagé entre nous. Et bien, on voit comment, effectivement, les faits, la réalité vient en permanence, c'est l'historicité, questionner, remettre. Et donc, il y a une succession d'interprétations. Donc, pour moi, c'est, au fond, les règles, elles viennent de l'interprétation du monde social dans laquelle nous sommes irrémédiablement pris, parce que notre monde repose sur des interprétations du monde social. Certaines sont stabilisées dans des institutions. Voilà ce qu'est un mariage, voilà ce qu'est la filiation. Et quand c'est stabilisé, et là on est en plein dans notre sujet, on a tendance à naturaliser, c'est-à-dire à extraire du social, pour le fixer encore plus. Puisqu'on dit, ça c'est naturel, la famille est un bon exemple. Quand on est d'accord sur une définition de la famille, on tend à la présenter comme naturelle. C'est exactement ce qu'on fait, d'abord pour l'imposer comme modèle à la fin du 19e siècle, et elle finit par triompher au 20e siècle, avant de revoler en éclats à cause des faits. La famille s'est imposée, et donc on en a déduit qu'elle était naturelle. Et évidemment, toute une série de travaux d'historiens ont mis en avant qu'il y avait d'abord la famille, Fustel de Coulanges, puis la cité, vous voyez, puisqu'elle était
première, comme elle était la norme dans notre société. Donc ensuite, vous voyez, on la naturalise et on recourt à l'histoire pour expliquer qu'elle a toujours été là. Là, vous avez vraiment toute une série, vous voyez, d'éléments de légitimation ordinaire. Donc il y a, me semble-t-il, vous voyez, les règles, elles sont là. Et donc on les voit d'autant moins que précisément la vérité du monde social semble coller aux faits. Et c'est à chaque fois que ça se disjoint, et par définition, c'est toujours potentiellement en train de se disjoindre, parce qu'on ne comprend pas les mots de la même façon, etc., on invente de nouveaux discours, on invente de nouveaux concepts, on les redéfinit en permanence pour les faire coller aux faits réciproquement. D'accord ? Sachant que ça marche dans les deux sens, puisque quand vous changez le discours, c'est la politique, vous affectez aussi les faits. Donc quand vous changez politiquement, par exemple, la définition du mariage, ça nous concerne, en disant que le mariage peut désormais concerner des personnes de même sexe, vous réglez peut-être une situation, etc., mais en même temps, vous faites exploser la définition de la famille, y compris Lévi-Straussienne, dans son article de 1956, mais publié en français en 1983 dans Le Regard éloigné sur la famille, puisque quand il dit, finalement, sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est une famille qu'aujourd'hui, on va qualifier d'hétéronormée, parce que nous allons connaître, et nous connaissons de plus en plus, des familles homosexuelles, de l'homoparentalité. Donc vous voyez comment notre vocabulaire, donc nous gardons quand même parentalité, parce qu'on a besoin de parents, parce qu'on a du mal à penser sans ça, mais on rajoute, c'est exactement comme famille monoparentale, vous voyez, donc on fait... Donc voilà comment, vous voyez, il y a toujours une tension entre règles, interprétation, et ça passe par la politique, ça passe par une forme de mise en place de consensus, mais vous voyez que tous ces outils sont sur la table. Mais il y a toujours un lien étroit, c'est pour ça que c'est pas que du discours, il y a toujours un lien étroit entre les discours qui sont tenus et la réalité, parce qu'il y a toujours un rappel à la réalité. Donc on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Et en ce sens-là, vous voyez, on ne peut pas changer les règles comme on veut. Il y a toujours un lien avec l'appréhension qu'on a des faits. Alors, oui, une autre question, oui. Oui, mais je voulais juste revenir sur ce rappel à la réalité dont vous avez parlé. Pour moi, ce rappel à la réalité, il se fait toujours aussi par le discours, parce que quand vous avez parlé des faits qui sont revenus au XXe siècle par rapport à la famille, vous avez semblé mettre en avant le fait, mais c'est aussi des discours qui se sont construits sur ces faits. Il peut y avoir des faits sans les discours qui se construisent autour. Bien sûr. Et de ce fait, il n'y a pas de entre guillemets, capitalisation sur les événements. Je suis d'accord. D'accord. Mais on est entièrement d'accord avec ce que vous dites, hein. Mais donc je reviens sur ce que vient de dire Christophe, qui est très important. Mais comprenez bien en fait les différents niveaux de réalité. C'est-à-dire que en tant que chercheur, on travaille sur des constructions sociales et culturelles, justement sociales et culturelles, et en même temps, ce sont des faits qui sont vécus comme des vérités. Pour eux, je veux dire comme pour nous, la famille, c'est de la vérité. Ça veut dire que si c'est de la vérité, c'est un savoir. C'est-à-dire que ça peut se prouver également, justement. On peut prouver, en fait, la vérité de sa parenté. Et donc, on voit dans les textes, justement, on donne des preuves de parenté. Quelque chose, simplement, pour vous donner une idée. Lorsque Aristote travaille en philosophe sur le syllogisme, l'un des premiers exemples qu'il donne, c'est à quoi est-ce qu'on reconnaît, en fait, une femme qui est enceinte et qui a donné naissance à un enfant. C'est-à-dire que en fait, c'est important. Une femme qui a allaité, c'est une femme, en fait, qui a donné naissance à un enfant. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est mère. Et donc, si on sait qu'elle est mère, c'est que, évidemment, c'est une mère vraie, etc. On peut le démontrer, etc., etc. On trouve dans les textes, évidemment, tout un ensemble de personnes qui sont qualifiées de vrais fils, de vrais pères, de vraies mères, de vrais frères, etc. Je donne un exemple chez Euripide, où on nous dit, un mythe habituel, etc., il faut sacrifier, en fait, le vrai descendant, en fait, d'une famille, pour sauver la cité. À ce moment-là, qui est ce vrai descendant ? C'est celui qui descend de l'ancêtre commun, par les hommes, par les femmes. Nous sommes à Athènes, nous sommes après donc 451, et voilà comment est-ce qu'on définit le vrai descendant, celui qui descend par les hommes et par les femmes. On est dans la bilatéralité de la parenté athénienne. Vous voyez, on est toujours en fait dans ce type de discours, et ce discours, comme vous dites, de toute façon, travaille constamment, de la même manière que la pratique travaille constamment en fait les représentations. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous avez dit que Périclès en 351. 400. 451. Vous fait une loi contre le mariage des étrangers avec les Athéniens. Oui. Enfin, alors, la formulation en particulier, c'est une loi sur la filiation. Mais en disant, pour être citoyen athénien, il faut en fait que le père soit un citoyen et la mère, donc une fille de citoyen, concrètement, quel Athénien va épouser donc une étrangère ?
puisqu'à ce moment-là, les enfants ne seraient pas citoyens athéniens. Ma question, c'était, puisque vous avez dit que la loi n'existait pas en 1508, mais qu'ils ne se mariaient pas pour autant avec des étrangers, est-ce que le fait que Périclès il mette cette loi en place, est-ce que ça veut dire qu'il y a des Athéniens justement qui se marient avec les étrangers? Alors, Parce que ça pouvait être une règle tacite avant parce que personne ne le faisait, et là ça devient tout simplement, ce qui se passe, il y a beaucoup d'interprétations sur tout ça. Comment expliquer en fait ce changement de loi? Qu'est-ce qui est en jeu? Contre quoi en fait cette loi est dirigée? Contre qui, contre quoi cette loi est dirigée? Vous comprenez bien qu'auparavant, il y avait en fait des mariages des élites qui étaient en fait d'une région à l'autre, d'une cité à l'autre. Ce qui comptait, c'était donc un mariage entre même catégorie sociale et non pas en fait le mariage à l'intérieur de la communauté. Et par conséquent, quelque part, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans le régime isonomique, à partir du moment où il y a des réformes et qu'on essaie de construire une communauté en fait qui obéit donc à un autre modèle, eh bien théoriquement, en fait, ces mariages entre gens de communautés différentes, ils sont de plus en plus questionnés. Quelque part, pensez bien parce que vous avez un sujet qui, évidemment, sur, je dirais, un espace géographique qui est très large. Que se passe-t-il à Rome en 451-450 ? Ce qui est en jeu, en fait, c'est la même chose. Si vous lisez le discours de Tite-Live, c'est est-ce qu'on doit interdire les mariages entre patriciens et plébéiens? En fait, le problème est le même. C'est-à-dire que, qu'est-ce que disent les textes à ce moment-là? Donc, évidemment, il y a tout un débat qui s'engage où les gens, en quelque sorte, s'insultent par rapport au mariage. On dit, mais on autorise des patriciens donc, à épouser des gens qui sont en dehors de Rome, et on interdit en fait aux patriciens d'épouser des gens qui sont romains. De quel droit est-ce que l'on fait ça? On est une communauté. Nous sommes une communauté. Donc là, c'est vraiment la définition de la communauté qui est posée, en fait, par ces lois. Qu'est-ce qui définit l'identité des Romains? Et donc, quels sont les droits qui sont associés, donc, en fait, à la citoyenneté romaine? Bon, mais comme nous arrivons à la fin de cet événement et de cet entretien, il me reste bien sûr à remercier l'auditoire et à remercier Jérôme Vilgaud pour sa qualité, puisqu'il ne cesse d'intervenir. C'est quand même, il faut vraiment que nous le remercions collectivement, parce qu'il a fait 2 cours, plus cette discussion que j'ai rajoutée pour profiter au maximum de sa présence. J'espère que vous y avez trouvé un intérêt et que vous voyez au moins un peu mieux, je crois, comment cette question fait problème, est un problème, mais au bon sens du terme, et comment donc maintenant vous êtes, j'espère, mieux armés pour, à terme, disserter sur ce qui reste finalement un très bel objet historique. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.